On arrive maintenant au concept de navigation à l'aveugle, qui est un concept très important. C'est lorsqu'on va fermer les yeux du robot, si vous voulez, lorsqu'on va temporairement ne pas avoir accès à des capteurs de type extéroceptif. Donc, on va se baser uniquement sur les capteurs proprioceptifs pour estimer la position du système, donc la position du véhicule. En anglais, on appelle ça le dead reckoning. Et le principe de base, donc, c'est d'utiliser les capteurs proprioceptifs qu'on a, qui sont toujours, je le rappelle, là, les capteurs proprioceptifs, c'est vraiment l'idée que je prends mon système, je le téléporte dans le vide intersidéral, puis est-ce que j'obtiens encore des mesures utiles d'un capteur? Si c'est oui, c'est un capteur proprioceptif. Donc, le capteur proprioceptif ne se base pas sur des points de repère externes, que ce soit des scans LIDAR, de trouver des coins de mur, par exemple, ou dans les caméras, des repères visuels, là, naturels, qui sont très saillants. On va utiliser ces capteurs proprioceptifs-là, notamment l'odométrie. Donc, si j'ai un véhicule à roues, on va être capable d'utiliser les rotations des roues pour être capable de calculer un déplacement linéaire du véhicule. On peut aussi utiliser des accéléromètres. C'est surtout utilisé lorsqu'on a des systèmes qui ne sont pas en contact avec un sol. Par exemple, un sous-marin ou un drone, on va beaucoup utiliser les accéléromètres pour estimer la position ou même les cellulaires. Lorsque les gens font tout ce qu'on voit, les headsets pour les systèmes de réalité virtuelle, ils vont avoir des centrales inertielles pour être capables d'estimer la position du casque. Donc, ils vont utiliser les accéléromètres parce qu'il n'y a pas de roue. Il n'y a pas de roue d'attacher après ces casques-là. Et rappelez-vous, donc, il va falloir faire la double intégrale de l'accélération pour retrouver une estimée de pose. Le gyroscope aussi, même chose, on va les utiliser. Même ici, même avec des contacts avec des roues, on a tendance à vouloir utiliser quand même un gyroscope pour tenir compte du fait que les roues peuvent déraper. Et on va retrouver un estimé de l'angle, donc la direction du véhicule, en faisant l'intégrale du gyroscope à taux. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça, cette navigation-là à l'aveugle? C'est lorsqu'on n'a pas d'infos qui nous proviennent de nos capteurs extéroceptifs. Ça peut être temporairement. Par exemple, vous avez une bourrasque de neige, donc là, on n'a plus accès, par exemple, aux caméras. Ça peut être parce que temporairement, il n'y a plus de repères externes, notamment lorsqu'on fait des systèmes sous-marins. Si vous n'avez pas un radar Doppler un sonar Doppler qui va venir mesurer la vitesse de défilement du substrat, donc le fond marin, ben, on n'a pas de point de repère pour se localiser. Si vous êtes hors de la portée des capteurs, par exemple, il y avait un papier qui était sorti à peu près une dizaine d'années où les gens du MIT avaient des drones qui circulaient avec des lasers qui avaient une portée de 4 mètres, puis la distance entre les colonnes de béton étaient peut-être de 15 mètres, donc ça se pouvait que notre drone, de temps en temps, n'avait pas accès à... Le lidar retournait portée maximale partout à certains moments. Aussi, si vous avez un véhicule qui va dans un tunnel qui est mal éclairé, clairement, on n'aura pas accès au GPS parce que le signal ne traverse pas la Terre. Ou vous êtes à l'intérieur d'un édifice, donc ça se peut qu'on ait temporairement n'ait pas accès à des repères visuels. Aussi, entre les mesures extéroceptives. C'est un fait quand même assez courant. Les capteurs proprioceptifs ont une fréquence d'échantillonnage qui peut être relativement élevée. On voit ici là, 1 kHz. Les centrales inertielles, là, on peut faire 400 Hz, 1 kHz. Donc, j'ai de l'information 1000 fois par seconde sur les accélérations et les rotations de mon système. Donc, on est capable d'avoir de l'information très régulièrement. Alors que du côté extéroceptif, c'est beaucoup plus lent. Un lidar qui tourne, là, c'est 5 Hz, 10 Hz, 15 Hz. Les caméras, ça va peut-être être 20 Hz, 30 Hz. Entre les mesures dans mon capteur extéroceptif, je vais avoir accès à beaucoup de mesures proprioceptives. Donc, ce que je vais faire, c'est comme l'équivalent de dire que j'ai mon véhicule en aveugle, que je vais propager son état en utilisant les capteurs proprioceptifs. Puis lorsque je vais avoir une mesure extéroceptive, je vais venir corriger mon estimé. Donc, ainsi, en tout temps, si vous voulez, j'ai toujours un estimé de la pose du véhicule. Même si l'estimé peut diverger et que l'incertitude croît, au moins, j'ai toujours un estimé de la pose de mon système. C'est vraiment quelque chose qui est crucial. D'ailleurs, c'est un concept là, fondamental que les équipes qui participaient au Doppler Grand Challenge en 2005 devaient avoir maîtrisé. Pour vérifier ça, ce qu'ils faisaient, pour pouvoir participer à la compétition, il fallait franchir un certain nombre de tests. Puis un des tests, c'était de traverser un tunnel de 50 mètres qui était blindé contre les signaux GPS. Puis comme les caméras, c'était difficile d'utiliser ça parce que c'était vraiment un petit corridor, on va le voir ici, là. Donc, les gens devaient démontrer que leur véhicule, de façon autonome, pouvait se rendre jusqu'au fameux tunnel blindé. Et vous voyez comme à l'intérieur du tunnel, là, il n'y a pas grand repère visuel. Et lorsque, dans le fond, si le véhicule ressortait de l'autre côté, donc ils avaient réussi à franchir l'étape. Donc, ils avaient démontré qu'ils étaient capables de naviguer
entièrement en utilisant leur capteur proprioceptif et aussi le extéroceptif au niveau de la collision avec le guidard à envoyer les murs. Là. Mais l'idée, c'est que les murs étant des plans, on peut difficilement les utiliser pour se localiser. C'est aussi une des différences pour les gens qui sont de génie mécanique. C'est une différence qu'on va retrouver entre un robot fixe et un robot mobile. Donc, pour un robot fixe qu'on voit ici, là, le Barrett Arm, eh bien, à chaque fois qu'on le déplace, là, on est capable d'avoir des répétabilités de 200 micromètres au niveau de la localisation pour un espace de travail de 3,5 mètres cubes. Donc, ça veut dire que même si je fais plusieurs déplacements, l'incertitude ne va pas s'accumuler sur mon bras. 200 micromètres, c'est gros comment? C'est peut-être quoi, un cheveu, 10 épaisseurs de cheveux peut-être? C'est pas beaucoup des micromètres. Je dirais, c'est à peu près, je pense qu'un cheveu, c'est 10 micromètres. On peut me le confirmer, là, mais donc ça fait à peu près 20 fois l'épaisseur d'un cheveu ou peut-être une dizaine d'épaisseurs de cheveux. Donc, c'est pas beaucoup pour quand même un bras. Pour un robot mobile, l'erreur, donc, ça va s'accumuler, c'est ça la différence. Mon robot, il se déplace, plus il se déplace, plus il va accumuler de l'erreur, principalement lorsqu'il va faire la partie à l'aveugle. Donc, c'est une des différences fondamentales. Et je répète, là, lorsqu'on fait de double intégrale avec un accéléromètre, la dérive sur l'erreur, si vous voulez, va s'accumuler au carré du temps. Parce que si j'ai un petit biais ici, là, par exemple, 0,49 mètres par seconde carré, là, eh bien, on doit faire l'intégrale au carré ici le temps. Donc, ça explose très rapidement. Et on l'avait déjà vu, là, les accéléromètres, dans le fond, les sources d'erreur, ça peut être des changements de température, des mauvais alignements ou une inclinaison du sol qui va commencer à induire donc des accélérations dans les directions X, Y du repère local du robot, les différences de fabrication. Donc, comment est-ce qu'on fait pour réduire l'erreur systématique de notre système? Donc, ça prend une phase de calibration. Et cette phase de calibration-là, donc, si on va stationner un véhicule sur une surface qui est complètement horizontale, pour être capable, par exemple, de venir mesurer si j'ai un petit angle entre le repère du robot puis le repère de l'accéléromètre qu'on voit ici. Là, si j'ai un petit angle de 1 degré, là, ça donne quand même 0,17 mètres par seconde carré d'erreur qui va être induite. Donc, je peux mesurer l'inclinaison ici et aussi venir mesurer c'est quoi le biais électronique dans mon accéléromètre. Par contre, ça implique, si je veux faire une calibration, que mon véhicule est à l'arrêt. Pas question de venir calibrer un avion qui vole ou un sous-marin qui est en mission. Le véhicule est en déplacement, donc on ne va pas être capable de séparer les deux. Notez qu'on va être capable, avec des fils de Kalman, d'estimer c'est quoi les biais. On va le voir un peu plus tard dans la deuxième moitié. C'est pas sans espoir, mais c'est sûr que c'est d'un point de vue algorithmique, c'est quand même plus compliqué de faire un fil de Kalman que de juste stationner un véhicule à plat puis de venir mesurer c'est quoi les accéléromètres, les accélérations qui sont mesurées lorsque le véhicule est à l'arrêt. On le voit d'ailleurs ici dans MCT. MCT, c'était quoi? C'est l'Université du Michigan, il y a à peu près, je vous dirais, une dizaine d'années, lorsque on voyait la recherche pour les véhicules autonomes en pleine ébullition. Alors, ils se sont payés, eux autres, un terrain de jeu pour les voitures autonomes. Ce qu'on voit donc sur MCT, c'est ce qu'ils ont voulu essayer de reproduire. Donc, c'est sur 32, reproduire un maximum de diversité de conditions routières. Par exemple, ils ont ici une mini-autoroute avec des bretelles d'accès ici, donc pour pouvoir tester l'entrée et la sortie sur les autoroutes. Vous avez ici donc un chemin de fer ici avec de la gravelle. Ici, une région avec des arbres. Une intersection ici avec des feux de circulation. On voit ici des places pour des stationnements. Vous voyez des stationnements devant, des stationnements en diagonale, un autre chemin de fer. Vous avez reproduit aussi un mini-village ici et ainsi de suite. Et la chose que je voulais pointer, c'est qu'il y avait la Calibration Mound qui essentiellement est une dalle de béton qu'ils ont coulée parfaitement au niveau. Et lorsqu'ils voulaient venir calibrer les centrales inertielles des véhicules, ce qu'ils venaient faire, c'est venir stationner le véhicule là-dessus, puis ils prenaient des mesures pendant quelques minutes, puis ils venaient calibrer en partie les capteurs inertiels donc, sur leur véhicule. Donc, c'est une des phases qui est tellement importante qu'ils ont quand même dédié une partie du parcours pour faire cette dalle-là. Donc, on leur rappelle, la dérive pour l'intégration d'un gyroscope Atos, ça va être une dérive qui va être linéaire. Donc, au fil du temps, on va voir l'écart qui va augmenter. Donc, là, on va commencer à toucher un petit peu le sujet de commencer à mélanger différents capteurs. J'ai de l'odométrie ici. Je vais avoir un gyroscope aussi qui va me permettre de mesurer c'est quoi les vitesses de rotation angulaire du véhicule. Donc, imaginez que j'ai la situation où j'ai une roue plus grande. Hein, j'ai un système là, à roue conduite différentielle. Puis imaginez que sans le savoir, j'ai une roue qui est un petit peu plus grosse parce que, par exemple, la pression du pneu est un peu plus élevée. Mais moi, quand je commande les vitesses angulaires des roues,
je commande la même vitesse. Donc, mon modèle de conduite différentielle me dit que je vais en ligne droite puisque la vitesse des deux roues est identique. Par contre, la vitesse linéaire ne l'est pas parce que le rayon est légèrement différent. Donc, ce que ça va faire un biais. Mon véhicule, par exemple, si c'est la roue droite qui est plus gros, bien, le véhicule va tout le temps tourner vers la gauche. Okay? Donc, ça va causer un problème. Et en plus de ça, on va dire, je vais rajouter un bruit aléatoire non biaisé de 1% là, sur la vitesse de déplacement du système. Je vais aussi inclure un gyroscope ATO qui va avoir un bruit de 0,05 degrés par seconde. Je vais le placer sur mon véhicule. Et là, ce qu'on voit, c'est que si je me fie seulement sur l'intégration des commandes à mon système, comme je le disais, comme on fait l'hypothèse que les roues sont le même rayon, l'intégration des commandes envoyées, on voit ce petit carré rouge ici, là, ça dit que mon véhicule va en ligne droite. On n'a pas de départ ici en vert. Le point noir, ça représente la réalité. Donc, j'ai fait une simulation puis j'ai des bruits. Là. Donc, j'ai fait plusieurs simulations, on voit ici, donc il va y avoir une répartition. Ça dépend donc des aléas de la pige. Là. Mais ce qu'on voit, c'est que si je dis, je vais estimer, par exemple, ma vitesse linéaire à partir de l'odométrie, qui est moins sensible aux différences du diamètre des roues, et que j'utilise le gyroscope pour trouver c'est quoi la vitesse angulaire, rappelez-vous, avec les lois de commande, les lois de la conduite différentielle, je peux retrouver une vitesse angulaire. Et ici, je peux aussi la retrouver via mon gyroscope. Donc, disons que je remplace complètement la partie d'estimation de la vitesse angulaire par ce que le gyroscope me donne, qui lui va le sentir que le véhicule tourne. Il va mesurer ça. Donc, vous voyez comment le cercle ici, là, ça représente dans le fond l'estimer maintenant en prenant la vitesse linéaire des roues plus la vitesse angulaire mesurée par le gyroscope. Et vous voyez comment maintenant mon estimé est beaucoup plus proche de la réalité. Donc, vous voyez comment un capteur proprioceptif peut venir compenser certaines faiblesses. Donc, morale de cette histoire, peut-être ici, c'est que l'odométrie, c'est bon pour du linéaire, c'est pas toujours très bon pour de l'orientation, alors que mon gyroscope, lui, il va pas être affecté, par exemple, par la pression des pneus. C'est deux systèmes mécaniques différents. Il va venir vraiment mesurer la vitesse de rotation, brutée, bien entendu, là, mais la vitesse de rotation du véhicule. Donc, en faisant l'intégrale de la vitesse angulaire, je vais être capable de retrouver une meilleure trajectoire là, dans mon estimation de pause. C'est aussi, donc, on peut commencer à beaucoup s'amuser avec ces capteurs-là proprioceptifs, donc à venir comparer un peu ce que nos capteurs proprioceptifs estiment versus qu'est-ce que il se produit avec les commandes que j'ai envoyées à mes roues ou comparé, par exemple, à ce qui se passe avec les caméras. Donc là, ce que je vais faire, on va voir apparaître un décalage, si vous voulez, entre ce que j'estime avec les commandes envoyées aux roues et ce qui se passe réellement. Ben, on peut peut-être détecter des situations de dérapage. D'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe pour la plupart des véhicules modernes. Chaque roue va être équipée c'est des espèces de roues là, avec des cannelures, des grosses dents, des roues en métal, des roues souvent en acier. Ça prend un matériel qui est ferromagnétique, puis ils vont venir placer un capteur magnétique qui est capable de sentir l'absence ou la présence d'une de ces dents métalliques. Donc, pour chacune des roues d'une voiture moderne, on estime constamment c'est quoi la vitesse de rotation. Et lorsque l'ordinateur de bord va venir voir un décalage entre les différentes vitesses, au-delà d'un seuil, il va considérer que le véhicule, par exemple, est en situation de dérapage. Par exemple, si les roues motrices vont beaucoup plus vite que les roues arrière qui sont pas tournées par le moteur, ben la voiture tombe en mode dérapage, par exemple. Donc, c'est intéressant de pouvoir commencer à utiliser ces différents capteurs-là pour détecter les situations de dérapage. C'est d'autant plus important pour les systèmes qui sont déployés dans les environnements non structurés. Planète Mars, par exemple, ou des tracteurs ou des robots qui iraient couper des arbres en forêt, par exemple. Donc, on peut détecter justement ces pertes de traction-là avec des capteurs proprioceptifs. Des techniques autres que de mesurer là, les différences de vitesse de roue, ça peut être, on mesure des diminutions de courant moteur. Le courant moteur, le couple d'un moteur électrique est proportionnel au courant moteur. Donc, si je vois que le courant moteur baisse sur une roue, ça veut dire que la traction baisse sur cette roue-là. Surtout si c'est une vitesse de roue constante, ça veut dire qu'en ce moment, là, ma roue là, est en train de commencer à tourner dans le vide. Ou ça peut être aussi on voit des accélérations angulaires, les roues commencent à accélérer alors que j'ai appliqué un voltage constant sur mes roues. Ça veut dire dans le fond que la roue applique de moins en moins de couple au sol. On peut aussi mesurer des décélérations du véhicule. Ça, je l'ai déjà mentionné, la différence de vitesse entre les roues, le genre de trucs qu'on peut utiliser pour détecter des dérapages. Donc, très utile pour les véhicules qui opèrent dans des situations de sable, comme je vous disais, là, sur Mars. C'est un des problèmes d'ailleurs qu'ils doivent constamment monitorer, donc s'assurer que le véhicule ne va pas caler dans le sable parce qu'on s'entend, il n'y a pas personne qui va pouvoir les sortir avec une pelle. La mission est essentiellement terminée si le véhicule s'enlise
dans le sable. Ça amène à des projets que je trouvais quand même relativement intéressants, projets quand même un petit peu, une quinzaine d'années, mais quand même, ça vous donne un petit peu l'idée de qu'est-ce qu'on peut faire quand on combine un petit peu l'intelligence artificielle avec les véhicules, les caméras et tout ça. Donc, imaginez que vous voulez régler le problème de pouvoir estimer à distance, est-ce qu'une parcelle de sol va être difficile à traverser, donc causer du dérapage ou non. Donc, vous avez à imaginer le robot ici, là, qui était une copie d'un des véhicules, je pense que c'était Sojourner. Donc, imaginez, ça, je pense justement, c'est des prismes qui sont utilisés pour mesurer des positions avec des stations totales. Donc, imaginez que vous avez un système de stéréoscopique, donc d'image stéréoscopique. Vous êtes maintenant rendu des experts de la stéréo. Donc, à partir de ça, je peux, clairement prendre des photos pour retrouver c'est quoi l'apparence du sol devant moi. Donc, par exemple, je veux savoir je veux estimer c'est quoi le taux de glisse pour la surface ici. Eh bien, avec une carte qu'on va appeler 2D et demi d'élévation, avec la stéréo, j'ai la troisième dimension. Donc, je peux retrouver, si vous voulez, la forme 3D de mon environnement. Donc, je peux venir calculer la pente du sol, qui peut être aussi confirmé ultérieurement par un AMU lorsque je suis rendu sur cette surface-là. Et avec l'apparence, donc, je peux utiliser un classificateur, par exemple un réseau de neurones, pour me dire c'est quoi le type de sol. Parce qu'on s'en doute bien, le type de sol a un fort impact sur la capacité à glisser ou non. L'idée ici, c'est de prédire, on va prédire la pente et on va prédire le type de sol pour être capable de prédire c'est quoi le taux de glisse sur un type de sol. Donc, c'est par exemple pour mieux planifier les déplacements sur Mars. Ce qui est intéressant avec l'article, c'est la manière qu'ils ont entraîné ce système-là. Donc, l'idée, c'est qu'on peut prendre des photos à distance. On voit ici l'apparence de cette patch-là. Et après ça, lorsque le véhicule se met à rouler sur la surface, donc, je peux aller mesurer c'était quoi la glisse sur cette patch-là, parce que mon véhicule s'est déplacé. Je peux donc entraîner mon système de façon, si vous voulez, auto-supervisée. Il va littéralement l'expérimenter, voir ça glisse comment sur cette patch-là. Et ça me fait une banque de données d'images et de taux de glisse que je peux utiliser après ça pour entraîner des systèmes intelligents. C'était vraiment ça l'idée. Donc, je viens mesurer le taux de glisse, par exemple, 14,5 %. Donc, c'était vraiment ce que je trouvais intéressant du papier. Donc, de dire que, au détail, eux autres utilisaient l'odométrie visuelle pour voir le décalage entre l'odométrie des roues versus l'odométrie visuelle. L'odométrie visuelle étant, si vous voulez, la plus proche de la réalité. Donc, s'ils voient c'est comme ça qu'ils vont venir calculer la glisse donc, entre les encodeurs optiques des roues et ce que le visual odometry nous dit. Donc, ça nous donne un taux de glisse. Dans le fond, c'était le signal d'entraînement qu'ils utilisaient pour cette petite boîte-là ici. Donc, je trouve ça vraiment intéressant comme approche de dire un robot qui se promène, puis à l'aide de son système visuel, finit par apprendre l'apparence des différentes surfaces et c'est quoi leur corrélation avec le taux de glisse du système. On voit ici d'ailleurs les prédictions en vert et en rouge. Non, pardon. Le vert, c'est la vérité terrain, donc ground truth. Et en rouge, on voit ici donc la vérité, ce qui était prédit par leur module. Donc, c'est pas parfait. Mais on voit que dans l'ensemble, ils sont capables de retrouver c'est quoi les grandes tendances. On peut aussi utiliser, par exemple, des fils de Kalman pour qu'on va voir la deuxième session. Donc, c'est un fil, Kalman, ça va estimer des paramètres du système. Donc, non seulement la pose, mais je peux rajouter une variable comme étant, par exemple, le taux de glisse alpha. Et ce qu'on voit dans l'article, c'est que sans compensation, on voit ici que l'odométrie 3D, donc l'erreur donc across puis along track, donc c'est longitudinal et transversal. Donc, on voit que l'erreur est quand même relativement large parce que j'estime la pose du véhicule. Alors que si on est capable d'estimer en ligne le taux de glisse, il y a un fil de Kalman qu'on va voir, comme je l'ai dit, la deuxième moitié du cours. On voit comment que ça fait une estimation qui est beaucoup plus serrée. Parce que le système a comme appris de lui-même en ligne, c'est quoi le taux de glisse qui était présent. Donc, en bout de ligne, ce que ça donne, c'est lorsqu'on vient intégrer cette compensation-là, on va voir que donc, le pointillé en rouge va avoir un meilleur estimé de la position que le pointillé donc, en vert ici. Donc, c'est pas tout à fait évident de le voir, là, mais l'idée étant que ça est supposé être meilleur. Puis, ça m'amène, je trouvais un projet qui était très, très intéressant. C'était le projet de la course Pike Peak. C'est une course aux États-Unis, c'est pour grimper une montagne, mais c'est fait sur un parcours de terre battue. Et donc, ça veut dire que les véhicules, pour gagner la course, doivent être en dérapage contrôlé. Donc, ils ont développé des approches de modélisation de dérapage contrôlé.
Mais donc, c'est ça, c'est cette course-là qui est un peu pour aller voir c'est quoi les performances d'un système en dérapage. Puis en 2010, justement, une conférence très réputée en robotique, ça avait fait vraiment beaucoup jaser. C'est un projet qui avait vraiment voulu pousser un peu le concept de dérapage contrôlé. This work looks at performing challenging driving maneuvers in a full-size autonomous car. The task we're looking at here is an extreme version of parallel parking. We're going to accelerate our car to about 25 miles per hour. Then we step on the brake and sharply turn the steering wheel. If done correctly, the car should spin and slide sideways into the parking spot. Typically, a computer drives a car by using a model of the car's dynamics to choose steering, gas, and brake commands. And when the car is driving straight, it turns out to be fairly easy to come up with a good model of this type. However, what makes this task hard is that when the car is sliding sideways, the dynamics are much harder to predict due to effects like friction of the tires sliding over the ground. To address this, we've developed a method that makes use of two things. First, we have the physics-based model of the car, which can predict the car's dynamics well in some areas, but which may be inaccurate in others. Second, we have demonstrations of the car sliding in its environment. Our method combines these two elements and comes up with a final strategy that sometimes uses the model to choose its controls, and sometimes replays the previously observed actions. The key idea of our method is that just by observing the behavior of the car, our system can automatically learn when to trust its model, when it should execute previously seen actions, and how to smoothly blend between these two types of behavior. The following video shows our software driving a full-sized autonomous car, parking in a spot marked by traffic cones. This represents one of the most challenging autonomous driving maneuvers in terms of accurate placement with a sliding car. Our system is able to repeatedly execute this maneuver with a final position error of about 2 feet. Alors voilà, peut-être un jour, ce sera disponible sur votre Tesla de faire des stationnements parallèles créatifs. La version Ken Block. Ben oui, donc, d'être capable de contrôler les dérapages. Vous avez ici le mélange de méthodes, là, disons, de modélisation versus des méthodes parce qu'on va utiliser donc des données, donc data-driven, pour être capable de compenser le fait que c'est très difficile à... Ça a l'air d'un problème très, très simple, mais la modélisation de points de contact, c'est extrêmement difficile en simulation. Soit pour la saisie d'objets ou pour des roues, c'est extrêmement difficile. Juste pour donner un peu une idée là, de la difficulté d'un point de contact, c'est que si vous avez dans votre simulateur une surface qui est très rigide, puis vous avez un pas de simulateur qui est de 1 millième de seconde, par exemple, ce qui se passe, qu'à un moment donné, vous avez une vitesse, puis là, à l'instant suivant, l'objet va pénétrer la surface, par exemple. Puis comme la surface elle est très dure, donc la constante du ressort de la surface va être très élevée, ce qui fait que ça va générer une force très violente qui va faire ressortir après ça l'objet de la surface. Alors qu'on sait très bien, lorsque je viens frapper avec mon doigt, je ne vais pas avoir un rebond très, très fort. Donc, c'est extrêmement compliqué de simuler ces points d'impact-là. D'où l'utilisation, justement, des approches de type machine learning pour ces situations-là. Donc, pour réduire les estimés d'erreur, donc j'en ai vu la navigation à l'aveugle. L'idée, c'est qu'on va, pour pouvoir réduire, et le problème de l'estimation à l'aveugle, il ne faut pas se le cacher, c'est que l'incertitude va croître. Puis à un moment donné, il faut la réduire. Puis la réduction va se faire lorsqu'on va utiliser des points de repère extérieurs fixes. Donc, il peut y avoir une difficulté si vous avez un environnement dynamique où vous commencez à prendre des points de repère sur les voitures qui roulent, ce n'est pas une bonne idée. Donc, il va être capable il va falloir distinguer les objets statiques et dynamiques. De toute façon, dans le cours, nous, on va faire l'hypothèse que tout est statique. Gérer les objets dynamiques, c'est en soi un problème de perception très difficile. On va utiliser donc des points de repère souvent qui sont naturels. Donc, là, on a vu en classe là, les SIFT, SURF, BRIEF, BRISC, là, des différents types de descripteurs.
On pourrait aussi utiliser des points de repère artificiels, mais ça, c'est plus, par exemple, dans les usines, les entrepôts intelligents, là, qui vont placer des marqueurs au sol ou parfois même des marqueurs au plafond. Donc, vous avez une caméra qui pointe vers le plafond. Votre système est capable d'utiliser ces points de repère-là artificiels pour être capable de se localiser. Bien entendu, aussi, on peut utiliser les scans LIDAR. Là. C'est un modèle 3D de la ville. Je pourrais utiliser mes scans LIDAR aussi pour me localiser. Mais encore là, ça, c'est bon. Vous voyez comment la réduction d'incertitude passe nécessairement par l'utilisation d'un capteur extéroceptif. Donc, c'est pour ça qu'on fait la distinction. C'est pas juste une distinction là, purement là, académique là, entre proprioceptif puis extéroceptif. C'est que lorsqu'on fait de l'estimé de pause avec des capteurs proprioceptifs, c'est prouver que mon incertitude ne peut que croître alors que je peux la réduire à l'aide de capteurs extéroceptifs. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin des deux.